Si vous venez nous rejoindre dans 60 minutes pour comprendre, sachez que nous parlons des droits des femmes et du bilan. Bon, le titre de l'émission, on l'a choisi, bilan en demi-teinte. On verra à la fin de l'émission si vous êtes d'accord avec ce titre-là, puisqu'il y a toujours un point d'interrogation dans les titres de nos émissions. Sur quoi on était resté avant la pause? Vous posez la question, l'histoire de l'œuf et de la poule. Oui. Est-ce que la loi change la société ou c'est la société qui change la loi? Ça peut être bon, on peut dupliquer ça sur tous les compartiments de la société, mais dans ce cas précis, est-ce que la société est prête aujourd'hui, vous qui la côtoyez, vous qui allez sur le terrain, sur place, est-ce que la société est prête à changer? Et est-ce que la loi n'est pas finalement un peu, on aura beau mettre tout l'arsenal juridique qu'on veut, est-ce qu'elle a le pouvoir de changer la société? Dans un Ganiris. Oui, sans partir dans un débat philosophique, mais concrètement chez nous. Vous inquiétez pas. Non, parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Non, non. Kierkegaard. Mais... Voilà, ah non, là je m'aventurerai pas là-dessus. Non, bah justement, alors encore moins, surtout à cette heure-là. Mais puis après la journée rude qu'on a passée. Mais non, alors là, c'est là où peut-être les productions artistiques, et notamment je pense au cinéma ou à la littérature marocaine, sont des bons indicateurs. Moi, je travaille sur ça au niveau de ma recherche. Je ne vais pas vous Hegel, Dieu m'en garde, mais... Non, je relis, parce que c'est important. Oui. Vos travaux de recherche portent sur la place des gens au sein de la littérature marocaine, voilà. Et je pense que c'est l'objet de ce livre. Alors ça, c'est un roman, ça, c'est autre chose. C'est un roman, c'est autre chose, mais bon, on est toujours dans le thème, quoi. Hein. Exactement. Hein, ça tourne toujours autour de ça. Et la question de la vulnérabilité des corps dans les productions, je précise. Exactement. C'est la question de la vulnérabilité m'intéresse. Et justement, dans la littérature marocaine ou dans le cinéma, par exemple, j'ai vu récemment, là, pour rebondir sur ce que disait Hicham Houdaïfa, j'ai vu récemment un film qui s'appelle L'Orchestre des Aveugles. À un moment où on a là, avec Younes Megri. Avec Younes Megri, oui. Et on a là, à un moment, l'enchantement, enfin ce monde enchanté, le gamin qui tombe amoureux d'une fille, puis à un moment, cette fille-là est arrachée à sa famille pour être mariée. C'est-à-dire, bam, son enfance est terminée. Il y a un très beau roman aussi de Mokhtar Chaoui, Le Silence blanc, qui justement, à travers les yeux d'une petite fille qui vient du monde rural de la région de Tétouan, va vivre justement tout un ensemble d'expériences cauchemardesques, très, très, très violentes, et qui montrent par-delà justement cette question, est-ce que la loi va changer les comportements ou est-ce que la société n'est pas prête à Je pense que c'est un faux problème. C'est-à-dire ce que nous montre le roman de Mokhtar Chaoui, c'est qu'à un moment, vous avez des gens qui ont incorporé, c'est-à-dire une vision du monde, des rituels, une façon de penser le féminin, que je pense qu'aucune loi ne va déconstruire. C'est pas la loi qui va changer ça. Ce qui changera, ce seront justement les pratiques, les pratiques d'un environnement social qui amèneront les gens à voir le féminin autrement. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que si on parle de ça, vous dites qu'il y a un manque de volonté politique, on aura beau mettre en place un arsenal juridique. Je ne pense pas que ça puisse venir du politique. Alors vous êtes d'accord avec ça? Oui, donc je pense que la loi est plutôt un levier. Donc c'est à la loi de tirer la société vers le haut ou vers le bas. Et la loi respectée aussi. Et la loi respectée. Donc je me pose la question... Pourquoi on ne se pose pas ce genre de questions quand il s'agit du code de la route, par exemple? Ah, on s'en pose des questions sur le code de la route. Mais on essaie quand même, c'est-à-dire les gens, quand ils voient un flic, etc., donc automatiquement, ils respectent la loi. Donc, bien sûr... mais au moins on remet pas en cause, on remet pas en cause, on fait pas ce genre de réflexion. Donc ce genre de réflexion, est-ce que la société n'a pas encore évolué pour changer la loi? Donc la loi est faite pour justement un rôle pédagogique. Elle est faite pour tirer la société vers le haut et bien évidemment reste la loi à elle seule, elle ne peut pas tout changer. Il faut l'accompagner de mesures de sensibilisation, donc à travers tous les vecteurs de changement, l'école, les médias, etc. Donc c'est sûr, si on et les sanctions. Et avec les sanctions, bien sûr. Moi, je dirais, pour rester dans ce qui a été dit, moi, je pense que le mot justice est important. Moi, quand j'ai devant moi un père de famille, dans un village, je lui dis, mais tes filles sont à la maison, pourquoi ils ne sont pas à l'école? Et ce père de famille me dit, l'école, elle est à 10 km, ou l'école, il n'y a pas de sanitaire. Est-ce que monsieur, vous acceptez, est-ce que vous avez une fille? Oui. Est-ce que vous acceptez que votre fille fasse ses besoins, le mur ou Là, on revient à quelque chose de très simple qui est la justice. Et la loi
incarne cette justice. Quand on parle d'égalité, quand on a les mêmes obligations, on doit avoir les mêmes droits. Et quand on explique la loi comme étant un vecteur de justice, je pense que tout le monde est sensible à ce mot-là et tout le monde est sensible à ce qu'il y ait plus de justice, que ce soit dans sa vie sociale ou économique, etc. C'est-à-dire quoi? Il y a des impulsions, il n'y a pas le système nerveux, c'est ça? Je pose la question. Juste si vous permettez, il y avait une question. On va juste regarder un sujet, parce qu'on va parler des améliorations, et puis on répondra. On a d'autres tweets qui arrivent. On regarde un sujet de Tsofer Nassali, et on revient juste après. Pour asseoir la parité et lutter contre toute forme de discrimination contre les femmes, le Maroc s'est armé d'un arsenal juridique solide et a présenté des garanties à la communauté internationale. Dans son préambule, la Constitution marocaine de 2011 énonce que le Royaume du Maroc s'engage à combattre et bannir toute discrimination à l'égard de quiconque en raison de sexe. Aussi, dans l'article 19, elle consacre le principe d'égalité entre l'homme et la femme. L'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. Pour mettre en œuvre sa stratégie, le Maroc entend créer l'autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. Le projet de loi relative à cette institution a été adopté en mars dernier par le Conseil du gouvernement. Les missions de l'autorité seront à dominante consultative et elle aura pour fonction de présenter des propositions concernant la lutte contre les discriminations et de se prononcer sur l'action gouvernementale dans ce sens. Pour ce qui est de l'engagement du Maroc à l'échelle internationale, le Royaume adhère à la CEDAW, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La Chambre des représentants a adopté à l'unanimité le projet de loi portant approbation du protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, un texte adopté malgré quelques réticences dans le camp conservateur. Les réserves émises à la CEDAW, ratifiées par le Maroc en 1993, portaient sur la transmission de la nationalité ainsi que sur le mariage, le divorce et l'héritage. La levée de ces réserves obligerait le Maroc à modifier sa législation nationale. De telles réformes permettraient aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants au même titre que les hommes. Les femmes devraient rapidement avoir les mêmes droits que les hommes dans le mariage, lors d'un divorce, ainsi qu'un accès égal à l'héritage. Comment faire évoluer les droits des femmes dans un Maroc dirigé par un gouvernement conservateur? Le terme qui a été utilisé, c'est islamiste, mais je le nuance. Vous vouliez répondre à ça d'abord, pour qu'on puisse après parler des moyens d'amélioration de la situation. Justement, en principe, si un État de droit a des engagements, a une législation qui consacre l'égalité ou des droits humains les plus fondamentaux. Donc il n'est pas question de toucher à ces droits, quel que soit le parti politique qui est au pouvoir, qu'il soit de gauche, de droite, conservateur, etc. Ça, on le vit, donc ce jeu démocratique, on le vit donc chaque élection dans les pays développés, etc. Donc c'est pas parce que un parti politique conservateur est au pouvoir qu'il y a une remise en cause des droits dans leur universalité, au niveau de ces pays. Pourquoi, pour nous, ces droits restent toujours tributaires justement de la bonne volonté d'un parti politique, etc. Donc il faut justement que nos politiciens sachent que une fois que le Maroc ait ratifié une convention, adhère à des instruments internationaux, il faut qu'elle les respecte. Il n'est plus question de revenir en arrière. Par rapport au reportage où il est cité plusieurs réformes, donc je dirais que toutes les réformes sont en stand-by. Depuis la Constitution, tout ce qui concerne les droits des femmes est quasiment en stand-by. Donc il y a l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination qui devait voir le jour juste après la Constitution, parce que c'est l'œil qui va justement veiller à ce que les lois et l'arsenal juridique qui doit être harmonisé en vertu de la Constitution et des engagements du Maroc, internationaux du Maroc,
donc le soit. Malheureusement, jusqu'à présent, l'autorité n'a pas vu le jour, bien que c'est tout un processus donc, de concertation, soi-disant, de consultation et de demande d'avis à l'international, notamment celui de la Commission de Venise, de l'avis du CNDH, mais en fin de compte, quand on a eu le projet de loi, donc il est loin de répondre à toutes ces consultations. Donc il est loin de refléter... la société civile, elle fait une levée de bouclier devant le projet de loi relatif à l'autorité, à cette APA-LD, l'autorité pour la parité, la lutte contre toutes les formes de discrimination. Oui. Quand on entend ce titre-là, et cet acronyme, on se dit que bon, bah, c'est bon, on est sur la bonne voie, mais en fait, en gros, qu'est-ce que vous contestez le projet dans sa dernière version qui a été adopté en juillet, je pense en juillet dernier, donc nous estimons au niveau de la DFM que c'est un projet hybride. C'est un projet hybride qui ne respecte pas à la fois la composition que devrait avoir une autorité, ni celui que devrait avoir un conseil consultatif. Donc c'est à la fois les deux. Donc c'est mitigé. Au niveau des prérogatives, donc les prérogatives qui lui sont octroyées ne vont pas justement avec les principes de Paris qui régulent toutes les institutions de protection des droits de l'homme de manière globale. Par ailleurs, au niveau de la Constitution, on y trouve des membres de conseil qui risquent justement d'hypothéquer le travail de cette autorité, notamment un représentant des conseils des ulama et un représentant des conseils de la magistrature. Et on sait bien sûr s'il y a des enjeux idéologiques, bien évidemment, il ne sera jamais question de parité ni d'égalité. Alors, j'ai un tweet qui nous dit « Mobilisons les femmes et sensibilisons-les sur leurs droits qui acceptent d'être les ouvrières de leurs hommes et de n'hériter que de la moitié. » Alors ça, c'est... Est-ce qu'on est prêt... Non mais, voilà. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce que la société marocaine, telle que nous la connaissons, avec la Moudawana, avec emprunt de religiosité, c'est comme ça, voilà, dans l'héritage. Est-ce qu'on est prêt à avoir ce débat? Des voix s'élèvent, mais est-ce qu'on est prêt à avoir ce débat de la parité dans l'héritage, alors que vous dites non, c'est comme ça, on ne peut pas revenir dessus. Est-ce qu'on est prêt à avoir ce débat-là? Pour moi, c'est pas la bonne question à poser. Moi, je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet et qui le font très bien. Je pense à Esma Al-Marabt qui a fait un travail énorme sur un plan religieux pour parler de l'égalité au niveau de l'héritage. Je pense que c'est une question de choix. Et ce choix-là, on peut toujours l'agrémenter. Est-ce qu'on choisit de faire de ce pays un pays égalitaire, moderne, respectueux de ses citoyens et citoyennes, où là, on veut rester toujours dans ce mélange entre l'asala ou le mu'asara, ce mélange où on va faire une réforme, mais on va la grever de l'autre côté. Ce qu'on sait très très bien faire dans ce pays, on doit décider des choix qu'on a à avoir par rapport à cette question cruciale. Oui, sur la question de la religiosité, je pense au très beau livre de Jocelyne Dakhlia qui s'appelle l'Islamicité et qui plutôt que... Qu'est-ce que je vais avoir à lire moi ce soir Vous nous redonnerez tout, on va tout mettre sur la page Facebook de l'émission. Avec grand plaisir. Mais non, et puis ce que disait... Enfin, pour revenir sur la question de la religiosité, à un moment, attention, attention de ne pas culturaliser parfois de manière très homogénéisante. Je pense qu'à un moment, quand on parle, par exemple, d'un gouvernement conservateur ou entre guillemets islamiste, pour prendre ce que dit la personne, voir derrière aussi les logiques néolibérales. Je pense à un très beau texte de Jean-François Bayard que j'ai lu, qui à un moment parle aussi des logiques néolibérales que ce soit les islamistes en Turquie ou que ce soit, par exemple, y compris ce qu'on appelle entre guillemets les islamistes ici. Est-ce que, par exemple, ce gouvernement conservateur a mis en place des actions sociales dans le monde rural? Là, je parle sous le contrôle de Hicham Oudaifa qui a fait du terrain. Je ne sais pas. Et c'est pareil, c'est-à-dire la religiosité, à un moment, si c'est pour prendre et parler de manière homogène du musulman en figure singulière, moi je ne crois pas sociologiquement une seconde. Ce qu'il faut voir, c'est des islamités plurielles, et c'est derrière justement l'attachement à l'islam, quelles sont les pratiques hétérogènes qui en découlent. Par exemple, une fois je discutais avec, comme ça, au café, avec des personnes, quelqu'un disait, oui, par exemple, dans ma famille, effectivement, l'héritage c'est 1 tiers, 2 tiers, mais hop, après on s'arrange, les frères, les sœurs vont
donner, c'est-à-dire ou des biens matériels ou même de l'argent pour équilibrer. Et ça veut dire que les gens, à un moment, en fait, renouvellent la tradition. Ça, je pense, c'est très très important. Plutôt que vers le concept de la justice. Voilà. Est-ce que c'est juste ou pas? Oui. Là, il y aurait justement... Alors, j'aimerais revenir sur... Oui, par rapport à la question de l'héritage, donc la question de la justice est très importante. Et la nécessité de mener un débat serein vers une égalité ou une justice successorale est très importante. Est-ce qu'on peut mener un débat serein là-dessus? En principe, on devrait mener un débat serein. Donc, ce qui est malheureux, c'est justement qu'il y ait cette levée de bouclier chaque fois que le sujet c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, pourquoi dans plusieurs pays musulmans, comme la Tunisie, comme même l'Iran, donc il y a des dispositions qui sont des pays musulmans, il y a des dispositions qui sont complètement différentes au niveau du Maroc. Bon, je donnerai juste l'exemple de Tassib, mais c'est pas ça le sens, le nœud du problème. Donc, il est important justement de mener ce débat serein. Pourquoi? Parce que les franges les plus, qui sont les plus lésées, ce sont les franges pauvres et défavorisées. Les personnes qui ont donc riches, etc., ils s'arrangent toujours donc ils trouvent toujours un contournement à la loi avant de mourir, etc. Ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait justement pour qu'il y ait cette justice entre leurs enfants. Le problème réel et des tas de drames sociaux que nous recevons au niveau par exemple au niveau du centre Nejma qui relève de la DFM, des tas de drames sociaux, on les entend et on est incapable de répondre à ces drames. Ben ces gens de la religion doivent répondre. Ils doivent répondre à ces drames sociaux. On ne peut pas répondre à ces drames sociaux autrement que, bien sûr, en menant un débat serein et en réfléchissant à l'évolution de la société qui a fait que les choses ne peuvent plus être les mêmes comme ce fut. Je me permets de dire que la société civile a fait un travail énorme, même en termes de trouver des solutions pratiques, et que l'État pourrait même apprendre de cette même société civile avec des actions. Moi, je pense par exemple à l'action de la DFM au niveau de Marrakech, une section très active qui travaille sur la sensibilisation par rapport à la traite des Marocains vers les pays du Golfe, et qui a fait un travail qui part dans les écoles, dans les centres techniques, par exemple, de formation de modélistes, là où on part chercher ces filles-là, fait un travail énorme. Il y a INSAF, par exemple, par rapport à tout ce qui est les petites bonnes, et pouvoir aller voir les parents, leur proposer une petite pension, faire sortir la fille de chez l'employeur et lui permettre de réintégrer l'école. Et il y a eu cette année la 9e bachelière qui était une petite bonne au départ. Je trouve qu'il y a des actions qui sont menées par la société civile qui peuvent être considérées comme levier par l'exécutif. Il y a tellement à dire, je vais juste essayer. J'ai un tweet, on revient sur la notion de parité au forceps que j'ai évoqué tout à l'heure. J'ai un tweet dans ce sens. Les quotas peuvent constituer une atteinte aux droits de l'homme, avec un grand H, on est bien d'accord. Exemple, nombre minimum de sièges, ça touche à l'égalité des chances. Ça pose la vraie question de savoir est-ce que la parité imposée, est-ce que ça ne touche pas par ailleurs, d'un point de vue plus global, plus universel, à l'égalité des chances. C'est pour ça que ça s'appelle la discrimination positive. C'est qu'il y a, comme partout, quand il y a une injustice étalée sur le temps, l'État responsable fait en sorte à ce que cette injustice, à ce qu'on donne un peu plus de chance à ceux qui ont été, comme les Afro-Américains aux États-Unis par exemple. Et les États-Unis ont une politique de discrimination positive vis-à-vis des Afro-Américains. C'est une manière de pouvoir
voilà, corriger un tort. C'est-à-dire qu'il faut accepter dans une période de transition avoir des gens qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences requises, mais Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas des compétences requises, justement. Ça peut être le cas. Alors, j'ai essayé de pas caricaturer, mais s'il n'y a pas de compétences à un moment donné et qu'on veut absolument faire respecter la parité, est-ce qu'il faut prendre cet a priori et ce choix-là? Je vais vous donner juste un simple exemple. Il faut faire la différence entre la discrimination directe et indirecte. La discrimination directe, c'est quand un texte est clair, il est discriminatoire. La discrimination indirecte, c'est implicite, c'est-à-dire l'application d'un texte donné mène à ce qu'il y ait une discrimination. Ce gap, justement, dont parlait Hudayfa, il s'est creusé pendant des siècles. Donc pour justement pallier et arriver à dépasser ce gap, il va falloir passer obligatoirement par les mesures positives, par des mesures positives qui sont provisoires, le temps justement de permettre aux sexes lésés, qu'ils soient hommes ou femmes, de rattraper le retard et de montrer l'étendue de leurs compétences. Oui, donc ça, par exemple, on le remarque au niveau des nominations au poste de responsabilité. Au niveau des nominations au poste de responsabilité, on dit il n'y a pas suffisamment de femmes qui se présentent ou les femmes sont incompétentes et tout. Et on oublie qu'au niveau des critères, on met déjà, on écarte déjà les candidatures féminines. Pourquoi? Parce qu'on exige un temps d'années comme responsable ou chef de division de tel, etc. Alors que l'état des choses est clair. Il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas autant de femmes responsables que d'hommes responsables. Et forcément, si on garde des critères qui sont pareils pour les deux, forcément, il y aura que des hommes. Et bien sûr, on reproduira le cercle à l'infini. Et bien sûr, les statistiques dont nous disposons actuellement donc atteignent même pas 12%, alors que nous avons une constitution qui énonce le principe de l'égalité et de la parité. C'est dommage, nous ratons le rendez-vous avec l'histoire. Il est temps de se rattraper. Voilà. Oui, disons, le problème qui se pose, c'est qu'est-ce que vous faites quand, par exemple, voilà, il y a des chiffres que j'ai sous les yeux. En 2002, au Parlement, à la Chambre des représentants, il y a 30 sièges sur 325 qui sont réservés pour des femmes. Donc, qu'est-ce que vous faites quand c'est aussi inégal? Est-ce qu'à un moment, on laisse faire et qu'il y en ait encore moins, ou est-ce qu'à un moment, on doit imposer des quotas pour rectifier provisoirement, comme le dit Samira, provisoirement et une situation d'inégalité? Mais après, le problème qui va se poser, c'est que même quand on fait ça, par exemple, ça ne change rien. Par exemple, en 2011, voilà, c'est-à-dire on est passé, voilà, de 35 sièges, on va passer de 60 femmes élues sur 395 sièges. Bon, c'est 15%. Voilà, on est passé de 9,2% à 15%. C'est-à-dire, globalement, qu'est-ce que ça change? Et pour en rajouter encore une couche, qualitativement, c'est-à-dire quand à un moment, vous savez qu'en tant que femme, vous êtes dans une structure patriarcale. Et pour avoir en plus ces postes de responsabilité, vous devez à un moment renoncer justement à certains attributs de la féminité ou renoncer à certains attributs qui nous sont propres, devoir s'endurcir. Tu parlais de l'entreprise tout à l'heure. Quand à un moment, voilà, vous, en tant que femme, vous avez enfin un poste de leadership. Mais qu'à un moment, on vous dit, si vous voulez garder ce poste-là, il faudra être impitoyable, il faudra renoncer à peut-être tout un ensemble de choses qui font, de choses relatives à la douceur, à la participation, à l'humanité, pour se comporter justement avec cette dureté purement masculine. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis très pessimiste sur la politique de quotas. Je pense que c'est vraiment des manières de voir et de penser au sommet qu'il faut changer. Et là, moi, je ne suis pas du tout convaincu sur les lois, encore moins sur le rôle des politiques. Je crois beaucoup en des actions de la société civile, au militantisme. Par exemple, Samira le dira peut-être pas, je l'ai déjà vu dans les manifestations du 8 mars, les grandes journées. Samira est une militante intelligente, je dirais, avec une vraie vision stratégique, avec des vraies valeurs qui sont portées, et que la société, à un moment, elle change par le bas. Si on est dans des logiques de justice et un moment d'éthique, je pense à Aristote, la question de la justice est importante. La justice, c'est qu'un moment, dans un univers social, chacun ait la part qui lui revient, voilà, la part équitable qui lui revient dans une société. Juste une précision au niveau des quotas. Il faut dire qu'au Maroc, on n'a vraiment pas encore instauré le quota, parce que le quota, d'après la CEDEF ou la CEDO, il va falloir au moins
permettre un tiers, justement, il faut qu'on ait un tiers face à 2 tiers. Pourquoi? Parce qu'il faut une masse critique pour permettre le changement. Tant qu'on n'a pas ce tiers, il y aura toujours le plafond de verre. Il y aura toujours le plafond de verre, il n'y aura pas justement ces 15% ou ces 12% et même 20% ne pourraient pas changer justement, il y aura toujours l'influence de la majorité. Donc pour pouvoir justement changer, il faut un minimum du tiers qui pourrait être ou représenter cette masse critique qui amènera le changement. Alors j'ai deux tweets pour vous faire réagir. Un premier qui nous dit: dos de femme, dos de mulet, cette œuvre doit être dans le débat de nos collèges. Il est là déjà, pourquoi pas. Ouais. Bon, c'est une proposition. Voilà, ça c'est un tweet qu'on reçoit. Et une question: le recul des femmes sur le marché du travail, est-ce que c'est une régression des droits ou une évolution de la société, car elles peuvent aussi faire le choix de rester au foyer? Oui. Ne me regardez pas comme ça. Par rapport au choix, donc je ne pourrais pas dire qu'il s'agit de choix, parce que au niveau du chômage, mais est-ce qu'on a des vraies études? Parce que bon, il y a des vraies études, il y a les statistiques, mais il y a des études sociologiques qui doivent être. Vous êtes sociologue, oui. J'imagine que pour connaître les causes pour une femme de rester au foyer, on le sait. Non, enfin, il y a aussi les mutations du monde du travail. Tout à l'heure, je parlais du livre de Leila Bouassria sur justement les femmes ouvrières à Casablanca, qui accompagnaient d'études Canty. C'est aussi le monde professionnel qui change. À un moment, justement, les emplois se précarisent. On va justement embaucher beaucoup plus de femmes, mais dans des emplois précaires qu'on sous-paye beaucoup plus que des hommes, qui eux sont aussi au chômage. À côté de ça, oui, le salariat maintenant n'est plus la forme de toute façon majoritaire, et plus on va avancer, plus le salariat ne sera pas la forme majoritaire d'emploi. Et là, on est dans des logiques structurelles effectivement très très inquiétantes. Moi, je pense que l'un des plus grands ennemis justement de l'égalité homme-femme, c'est aussi cette espèce d'univers néolibéral totalement déshumanisé qui plonge les individus, je pense, dans la plus grande vulnérabilité, la plus grande précarité. Et de l'autre côté, alors, pour être, par exemple, je pense au livre de Nancy Fraser sur justement qu'est-ce que la justice sociale, où elle s'interroge. Je suis désolé, j'ai plus de feuilles pour noter. Je suis désolé. Non, mais vous nous les donnerez, on les mettra vraiment sur la page Facebook de l'émission pour qu'on puisse. Voilà. Quand il y aura la rediffusion, on notera. Mais Nancy Fraser vraiment pose une question qui je pense, a sa pertinence, c'est-à-dire est-ce qu'on va être dans des logiques dans le monde professionnel, des logiques effectivement d'égalité, ou est-ce qu'on va être par exemple dans des logiques de spécificité et de choix des personnes? Il peut y avoir dans un couple, que ce soit l'homme ou la femme, des gens qui veulent rester à la maison. Je dis bien, ça peut être ou l'homme ou la femme. Je ne suis pas en train d'assigner arbitrairement à la femme le rôle de mère de famille, rester à la maison. Et des hommes aussi qui veulent rester à la maison, être hommes de ménage, pendant que Est-ce qu'on est là dans la société marocaine? Non, mais pendant que l'autre conjoint va. Et Nancy Fraser dit la chose suivante, c'est que voilà, à un moment, pourquoi est-ce que justement, puisque le monde professionnel change, pourquoi la personne qui reste à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, c'est les élever aussi, en faire des futurs citoyens, pourquoi cette personne-là ne serait pas reconnue comme un membre justement du monde professionnel, avec un revenu, un salaire? Alors, Samira, il nous reste une minute. Moi, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est après-demain. Demain, après la présentation ou l'examen du rapport au niveau de l'ONU, on s'attend à quoi? Oui, juste 30 secondes. Non, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait pour justement la conciliation vie professionnelle, Il nous reste 30 secondes. On est en direct, il faut que je rentre. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qu'on attend après l'examen du rapport au niveau de l'ONU? Quelle réaction on peut avoir? Il y aura certainement donc, des recommandations qui seront adressées au Maroc le 1er octobre. Donc nous veillerons à faire le suivi de l'application, de la mise en œuvre de ces recommandations en tant que société civile, et nous ferons notre travail justement de monitoring à ce niveau. Donc nous espérons que le gouvernement marocain cesse d'avoir ce double discours, un discours au niveau de l'intérieur et un discours au niveau de l'extérieur, parce qu'on ne l'a pas dit, il y a aussi le discours qu'on véhicule qui fait l'apologie du travail domestique, etc. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Excellente soirée sur Médien TV, ne ratez pas la rediffusion. À demain.